Welcome everyone. Bienvenue Bienvenue. tout le monde. Welcome everyone to this bilingual webinar. We're so excited. Bienvenue tout le monde à ce webinaire bilingue. Cela fait plaisir de vous avoir ici. Nous allons commencer dans une couple de minutes, mais nous aimerions que vous partagez vos noms, vos pronoms et aussi les territoires d'où vous venez et vous pouvez le faire dans la boîte de clavartage. Ceci est un webinaire bilingue pour accéder à la traduction simultanée. Tu as besoin de cliquer sur le bouton nommé Interprétation au bas de l'écran. Et veuillez partager dans le chat votre nom, prénom, le territoire autochtone où vous habitez. Merci d'être là. Thank you for being here. We'll start in about a minute. Merci pour votre présence. All right. So welcome everyone. Bienvenue. Parfait, bienvenue tout le monde. Alors, pour rappeler que ça va être un webinaire bilingue, donc pour accéder à la traduction simultanée, il faut juste cliquer, choisir le bouton nommé Interprétation au bas de l'écran, puis choisir le canal français pour accéder à la traduction là. Welcome everyone. Thank you so much for being here. Bienvenue tout le monde. Merci pour votre présence. Je m'appelle Sarah. Et je suis la coordonnatrice anglophone pour le Hub d'organisation de la justice climatique. Cela est pour moi un grand honneur d'être ici avec vous et avec nos invités et que je vais vous présenter sous peu. Donc, mais pour commencer notre réunion ce soir, j'aimerais reconnaître le territoire sur lequel je suis située, même si c'est de manière numérique. Je suis située dans la ville qu'on appelle Montréal, mais qui s'appelle Tiohtià:ke dans le Kanien'kehá:ka, qui est la langue du territoire. Et c'est un espace à la fois diversifié et dynamique où nous pouvons à la fois partager, apporter nos offrandes et nous réussir. Et plusieurs peuples autochtones se sont rassemblés sur ce territoire où elles ont pu vivre leur mode de vie traditionnel. Et ce territoire des Kanien'kehá:ka, et c'est eux aussi qui sont les gardiens de la porte de l'Est de la Confédération Haudenosaunee, qui est une confédération de nations qui sont rassemblées sous l'autorité d'un groupe de nations, une confédération pour pouvoir promouvoir des droits comme l'autodétermination autochtone, la protection de la culture et des manières de vivre culturelles. Si vous ne connaissez pas les territoires à partir desquels vous joignez à nous ce soir, c'est un point de départ pour commencer à comprendre les territoires et les eaux à côté desquelles vous vivez, aussi les relations avec les peuples autochtones, à la fois dans le passé et présentement, qui continuent à être les gardiens de ce territoire. Et je vais vous inviter à commencer votre voyage et votre cheminement avec cela. Et je pense qu'on peut commencer avec une reconnaissance des territoires, mais il faut comprendre que nous devons aller au-delà de cela pour mettre en place des manières pratiques de décoloniser et d'incorporer cela à notre travail de justice climatique. Et je suis vraiment très contente de parler, de mettre en place ce fondement pour notre conversation de ce soir. Cela étant dit, j'aimerais aussi parler brièvement du webinaire. Nous allons offrir une salle d'écoute active pour les personnes qui participent au webinaire, qui ont besoin de ressources ou de soutien, parce que nous allons parler d'événements météorologiques extrêmes et de leur impact sur nos qui nous sommes, et cela peut amener à déclencher des réactions chez les personnes qui écoutent. Pour les personnes qui ont vécu des expériences extrêmes de danger, si ça a un impact sur vous, votre famille, votre communauté, et cela, vous pouvez y avoir accès en bas de votre écran. Vous allez avoir
à session, l'action Breakout Room, donc la salle des groupes petit travail. Et donc, c'est mon collègue Léonard qui a une formation en écoute active et je vais lui laisser la parole pour qu'il explique comment va fonctionner l'espace. Merci, Sarah. Donc, c'est la première fois que nous proposons cet espace avec le Hub. Donc, j'ai vraiment hâte de faire cela parce que nous avons pensé à cela. Nous avons pensé que dans ce genre d'événement où nous parlons d'événements météorologiques extrêmes, je pense que cela peut susciter beaucoup d'émotions difficiles comme la colère, la frustration, la tristesse, le désespoir, le deuil et même le deuil écologique. Et nous sommes ici parce que nous sommes conscients de l'impact de ces événements météorologiques extrêmes et nous voulons voir comment aider. Et donc, nous sommes cependant vulnérables à plusieurs types d'émotions et une partie de ce travail que nous faisons, c'est d'aider les gens à gérer ces émotions au lieu de les mettre de côté. Et j'espère que nous pouvons apprendre ensemble comment gérer ces émotions. Et une manière de le faire, c'est de créer des espaces où nous pouvons pratiquer l'écoute active pour exprimer les émotions qui vont émerger. Et mon rôle dans cette salle d'écoute active, c'est de vous écouter, quel que soit ce que vous voulez exprimer. Je vais accueillir ce que vous vivez, je vais identifier vos besoins et vous proposer des ressources si vous le voulez. Et je sais aussi que cela peut être difficile de venir dans cette salle d'écoute active parce que vous avez peut-être l'impression de manquer du contenu de ce webinaire, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de tout enregistrer et donc vous allez pouvoir écouter le reste du webinaire quand vous en aurez le temps. Donc, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à nous joindre dans cette salle et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci, Léonard. Donc, ça, c'est en bas de votre écran. Vous pouvez utiliser le bouton pour accéder à la salle d'écoute active. Donc, aussi, pour finalement, nous avons, euh, nous avons en fait quelqu'un qui est là juste pour vous aider avec l'aspect technique du webinaire. Et donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander et nous allons le faire. Et donc, cela étant dit, nous allons commencer. Malheureusement, Dave Donnacona de l'Association des défenseurs des terres des réseaux ASCII ne peut pas se joindre à nous ce soir, donc il est désolé de son absence, mais je voulais prendre un moment après. Je vais un peu parler du travail qu'il est en train d'effectuer présentement par rapport à la défense des terres autochtones et aussi par rapport à la lutte qui se passe dans le territoire non cédé dans le nord du Québec. Et je vais vous parler du travail qui est en train d'être fait, en fait, de lutter contre la déforestation, les incendies de forêt et la lutte pour la souveraineté autochtone. Donc, nous allons lancer la première partie de notre travail. Donc, il y aura une discussion qui va être suivie par questions-réponses. Après, une présentation de ce que nous allons offrir ici au Hub en termes de soutien aux organisations communautaires. Et nous avons des forums, une trousse d'outils et nous avons aussi plusieurs idées pour savoir comment vous soutenir et voir comment, de manière concrète, nous pouvons créer un centre de soutien pour un mouvement de justice climatique qui soit plus fort et aussi connecter la justice climatique avec la justice sociale et aussi de dénoncer l'avarice des différentes entreprises, notamment dans les combustibles fossiles. Nous avons aussi plusieurs manières de voir comment pouvoir connecter ce travail avec ce que vous faites. Et donc, je vais m'arrêter là, donc, mais j'aurais hâte d'en parler un peu plus tard. Donc, cela étant dit, j'aimerais inviter nos panélistes, en commençant par Joel. Donc, Joel, si vous pourriez vous présenter brièvement et nous parler un peu de votre communauté, qu'est-ce que vous aimez le plus par rapport à ce territoire qui est le vôtre? Hello everyone, I Bonjour am tout le monde, je m'appelle Joel Phillips, mais je vous ai présenté mon nom autochtone qui est traduit par les reflets du soleil sur l'eau et la traduction en anglais ne fait pas justice. Et donc, je viens de la Première Nation de Linton à l'intérieur de la Colombie-Britannique et aussi de Comoche qui est à 30 kilomètres de Linton et les deux sont dans les territoires Intlakapok. Je ne sais pas si je peux choisir quelque chose que je préfère dans ma communauté, mais parce que j'aime tellement ma communauté.
Mais les choses qui sont uniques par rapport à la communauté, c'est que ça s'appelle Clickamchin et la traduction, c'est où les deux rivières se rencontrent, où les deux rivières se convergent. Donc, c'est la Fraser et le Thompson qui cheminent à côté l'une de l'autre, hein. Et donc, on peut voir cela juste dans cet endroit dans le monde. Et Linton, c'est un des endroits où on peut observer ce phénomène. Donc, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est là où j'ai grandi et je vais à l'université TRU. Et donc, je suis dans ma troisième année de bac avec un double majeur en philosophie et en politique et je retourne quand je peux. Je pense que ce que j'aime le plus par rapport à ma communauté, c'est le sentiment de me sentir chez moi, le sentiment d'appartenance et le fait d'appartenir au territoire et d'avoir ce soutien communautaire quand j'en ai besoin. Background, and family support. Et d'avoir le soutien familial afin de pouvoir aussi être très proche, parce que moi, je suis très proche, je suis à 2 heures de cela, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais je pourrais pas en parler pendant toute la journée. Merci. Et donc, j'apprécie, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très apprécié. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très beau. Et donc, nous allons maintenant passer la parole à Rainer et ensuite à Emily. Bonjour tout le monde. Euh, My pronouns are je m'appelle Rainer, j'utilise le pronom il. Je suis dans le territoire First Nations, des Semashkwin, qui est une Première Nation qu'on appelle maintenant Abbotsford en Colombie-Britannique. Pour vous parler de moi un petit peu, je suis un immigrant des États-Unis, je viens d'arriver. J'habite à Abbotsford avec mon partenaire Jess et mon fils Window. Nous habitons dans une ferme, c'est un très bel endroit et qui est très exposé aux événements météorologiques. Nous n'avons pas de climatisation ou de chauffage central et nous vivons dans une plaine qui a été où il y a beaucoup de déforestation. Donc, l'été, il fait très chaud, l'hiver, il fait très froid. C'est absolument magnifique. Et je me sens très mal quand je dis des choses difficiles par rapport à l'endroit où je vis parce que euh, je travaille dans des endroits qui sont très beaux, mais nous sommes quand même très exposés à ces événements météorologiques catastrophiques et extrêmes. Je pense que ce que je préfère le plus dans ma communauté à Abbotsford, et je vais définir ma communauté comme étant le groupe duquel je me sens le plus proche socialement. Ce que je préfère dans ma communauté, c'est que les gens que je connais ici à Abbotsford sont très intentionnels dans leur désir d'être connectés au territoire, dans leur désir d'être connectés à l'héritage autochtone. Il y a et tout le monde ici travaille comme des défenseurs de la terre, même les nouveaux arrivants. Nous travaillons pour comprendre la sagesse autochtone et pour amplifier les voix autochtones. Et de manière proactive, nous essayons de saboter les structures de pouvoir de la suprématie blanche qui sont très prévalentes dans la vallée de Fraser, que ce soit socialement, politiquement ou dans nos espaces communautaires. Donc, nous ne sommes pas le groupe le plus représenté, mais nous faisons de notre mieux et nous avons beaucoup d'amour les uns pour les autres. Et nous sommes des amis et nous gérons la vie telle qu'elle arrive au quotidien. Et nous profitons aussi des joies de la vie quotidienne et nous profitons aussi de nos bien-aimés et de nos amis. Donc, voici ce que j'ai à dire par rapport à l'endroit d'où je viens. Émilie, merci. Bonjour tout le monde. C'est tellement un grand plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Emily Lowen. J'utilise le pronom elle et je vous appelle des territoires
non cédé de l'Aquanian et Sikish qui s'appelle Victoria en Colombie-Britannique. Donc, j'ai grandi ici et j'habite maintenant à Montréal, dans le territoire de Tiohtià:ke et Victoria me tient vraiment à cœur. L'océan, la forêt ici. Je suis chez mes grands-parents présentement. Nous sommes dans un recoin de la forêt qui est très précieux, où il y a beaucoup de champignons. Et quand vient le mois de septembre à l'automne, j'espère pouvoir en ramasser. Mais je repense au bois d'érable et aux souches dans la forêt. Cela me fait penser à tous ces champignons avec lesquels que j'ai récoltés, avec lesquels j'ai grandi. Pouvoir réfléchir à ce coin de terre dans lequel j'ai grandi, cela m'encourage à vouloir continuer à en apprendre et à continuer à grandir en parallèle avec l'évolution du territoire. Donc, je vais continuer à rêver avec vous aujourd'hui the adversity to come this summer pour and savoir comment confronter les adversités qui vont se produire cet été et voir ce que nous pouvons faire ensemble. Oui, et tout ce que nous pouvons sauver aussi ensemble. Donc, je pense que pour lancer la conversation, je sais qu'aujourd'hui, ce qui nous rassemble ici, c'est le désir de prendre soin et les uns des autres, et parce que nous avons un amour profond pour notre monde et notre territoire, ainsi qu'une indignation commune, alors que nous observons et que nous vivons en temps réel les systèmes extractifs coloniaux et capitalistes qui déciment ces endroits que nous aimons tellement, et cela se produit à une vitesse, à une échelle de plus en plus grande. Donc, je pense que j'aimerais, parce que nous avons parlé des territoires dans lesquels nous sentons chez nous, donc, mais je pense que j'aimerais que parler, et c'est la première question que je vais vous poser, est-ce que vous pourriez nous parler, en fait, de vous et de vos communautés et de savoir quel est un événement météorologique extrême que vous avez vécu, quel est l'impact que ça a eu sur vous et vos communautés, et donc, comment ça impacte sur le travail que vous effectuez maintenant dans la défense du territoire ou dans la justice climatique? Et je vais commencer avec Rainer. Merci, Sarah. Donc, je dirais que les événements météorologiques qui a eu le plus d'impact sur ma vie, c'était le dôme thermique de 2021 et je suis sûre que je ne suis pas la seule personne à avoir vécu cela. Et il y a seulement plusieurs personnes qui participent à cet appel, qui on commence leur cheminement avec les dômes thermiques, que ce soit en Ontario, au Québec ou dans l'Atlantique. Je veux juste partager mon histoire et je veux dire à quoi cela a ressemblé pour moi et ma famille. Donc, en 2021, ça a été une année étrange. Donc, nous avions déjà passé 12 mois de confinement que nous n'avions pas demandé et nous faisions de notre mieux pour prendre soin de nous-mêmes tout en restant à domicile. Et je pense que nous avons perdu 600 personnes lors de ce dôme thermique. Donc, comme moi, j'avais vécu à Phoenix pendant plusieurs années avant cela. Donc, ce n'était pas la première fois que j'étais exposée à des températures ou à de la chaleur extrême. Mais la Colombie-Britannique n'a pas de préparation pour ce genre de vague de chaleur et les maisons ne sont pas construites avec la climatisation requise et le degré d'humidité est tellement élevé que ça m'a vraiment surpris. Nous, là où nous habitons, nous avons le soleil toute la journée, il n'y a pas d'ombre, nous sommes entourés par des trottoirs en béton. Donc, c'est vraiment un îlot de chaleur et en plein milieu d'un dôme thermique. Et donc, nous pensions, ah, il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Et même pendant la nuit, et je me rappelle, partenaire disait, je ne peux pas m'endormir il fait trop chaud et nous ne pouvons pas rester ici dans notre maison. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une urgence médicale, mais c'est un peu comme ce moment où votre mode de pensée change
en disant: «Oh, je suis un peu blessé», en passant: «Non, maintenant, il faut que j'aille à l'hôpital». Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose de sérieux qui était en train de se produire et qu'il fallait mettre en place une réponse adéquate. Et c'était un moment de crise très profonde. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons quitté notre maison, nous sommes allés chez mes beaux-parents, nous sommes allés dormir dans leur sous-sol et ça allait. Et le lendemain, nous avons emménagé dans la maison mobile de notre propriétaire qui est dans un garage, la maison dans laquelle nous habitons. Et ça a été traumatisant en plus du traumatisme qui venait du fait de vivre la pandémie et de vivre le confinement. Et ça a été vraiment un événement traumatisant parce que nous rendions compte que pour nous, ça n'allait pas bien et ça n'allait pas bien pour d'autres personnes. Nous n'avions même pas la capacité d'aider d'autres personnes. Il fallait juste que nous occupions de nous en ce moment-là. Et moi, ce que j'ai appris de cette expérience, que c'est réel, ce n'est pas quelque chose dont euh, nous parlons qui va arriver à nos enfants, nos petits-enfants. Non, nous sommes la génération qui commence à avoir cette expérience et nous sommes en train d'être confrontés directement au changement climatique. Nous sommes dans le changement climatique présentement. C'est réel, c'est sérieux et il n'y a pas de moyen d'y échapper. Et donc, des conséquences en aval, c'est je travaillais pour une entreprise de consultation technologique dont le client et le plus important était un syndicat. Et donc, c'est l'association syndicale des chrétiens. Les autres syndicats ne les considèrent pas nécessairement comme des syndicats. Et donc, je vais laisser les gens choisir leur interprétation, mais beaucoup des projets sur lesquels ils étaient en train de travailler, c'était les barrages et aussi les oléoducs. Et donc, en tant qu'une personne qui est en train de survivre à cette crise climatique, donc moi, je ne pouvais pas d'un côté m'inquiéter par rapport au climat et après, de l'autre côté, contribuer mon travail à ces projets ou en aidant à faciliter les progrès sur ces projets. Donc, après 2 ou 3 mois de ce dôme thermique, donc, j'ai quitté mon travail et après, j'ai eu un emploi qui était mieux payé pendant 2, 3 mois, mais ma carrière a pris un pas de recul parce que moi, je ne pouvais pas continuer à travailler dans cet espace. Donc, moi, c'est la leçon que j'ai apprise. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Je peux l'entendre dans votre voix, ça a un impact encore sur vous aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Jour et après à Emily pour que vous puissiez partager vos histoires, pour partager ce que vous avez vécu au sein de vos communautés. Just in Lytton alone, like we went through a lot. Nous sommes passés par beaucoup de choses Going through et nous sommes encore en train de vivre beaucoup de I don't choses. think that's just started Et je ne pense pas que ça a 2021 commencé en 2021 pour nous, definitely the most mais extreme it je got. pense que ça a été le moment le plus extrême. So back in June 30th, Donc, le 2021, 30 juin we 2021, broke Canada's record nous for avons deforestation. battu And it reached le record pour la journée la 50 plus haute au Canada. of Lytton, Donc, dans la ville de Linton, nous avons une température de 50 degrés 51 degrees Celsius et and certaines personnes, c'est monté jusqu'à 51 degrés. people who were Et des staying at home personnes were qui talking about restaient how là chickens were like literally parlaient du fait passing away que because it was leur outside. poulet a Um, décédé à so cause de they l'intensité de la chaleur. Donc, ils avaient l'impression de ne pas pouvoir échapper à cette chaleur. around uh, 4 p.m. to 5 p.m. Et entre 16 et 17 heures, il y a eu un incendie de forêt spontané qui a commencé et cela a eu un impact sur toute notre communauté cet été-là. Notre ville au complet a brûlé pendant cet été. Je vais essayer de ne pas pleurer. Take your time. Prenez votre temps. Ouais, quand j'y repense, euh, j'avais l'impression que c'était comme si on était dans un film, la manière dont tout s'est passé. Euh, donc, je repense à l'évacuation de tout le monde, les familles, les amis et toutes les personnes que je
connaissais qui vivaient dans cette ville-là. Quand je repense à ce à quoi la communauté ressemblait avant et des souvenirs de ces personnes qui maintenant sont décédées, mais je me rappelle encore quand ils étaient dans cet espace-là. Take a deep breath. Donc, respire profondément. Yeah, so like just in that moment, Juste à ce moment-là, evacuation, like avec l'évacuation, it was kind of like instant. The town was gone within like 30 minutes. donc la ville entière a disparu dans l'espace de 30 minutes à 1 heure. Ways you can leave Lytton, Parce qu'il y a 3 manières de sortir de Linton like cell signal was lost immediately. et nous avons perdu le signal pour les cellulaires, donc personne n'a reçu les textes d'évacuation. Donc, il y a des gens qui sont allés d'une porte à l'autre pour dire aux aînés de prendre leurs affaires et de partir. Certaines personnes n'ont même pas eu le temps de prendre leurs affaires et ils essaient juste de s'échapper comme ils pouvaient et de voir tous les posts sur les médias sociaux en disant, est-ce que vous avez vu cette personne, vous avez vu cette personne, est-ce que cette personne est en sécurité? Et Facebook a commencé en disant, appuyez sur le bouton pour si vous êtes en sécurité. Et c'était utile. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant cet événement. Donc, les médias sociaux sont devenus vraiment quelque chose de très important pour nous parce que c'était la seule manière pour nous de communiquer avec les gens pour savoir si les gens étaient en sécurité. Ces personnes sont allées louer Kamloops, Merritt. Certains sont même allés jusqu'à la côte ou à Chilliwack. Et c'était difficile de prendre soin de 2000 personnes s'ils sont tous dans des endroits différents. Notre ville est encore en phase de reconstruction. Notre épicerie la plus proche est à 40 minutes. La même chose pour les premières options de soins de santé. Et Lytton, c'était comme un noyau pour tous ces services parce que c'était la plus grande communauté dans la région. Donc, nous donnions accès à de l'éducation, à la santé, à l'épicerie pour des communautés qui étaient jusqu'à 40 minutes de voiture de nous. Et maintenant, nous n'avons plus ces ressources. Et cela montre à quel point ces ressources jouent un rôle crucial. Parce qu'imaginez-vous, si vous levez le matin, vous ne pouvez même pas acheter une tasse de café. Et donc, si vous coupez le doigt, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui va me conduire? Combien de temps ça va me prendre? Où est le centre d'urgence le plus proche? Cela a vraiment chamboulé nos vies. Et même pas un an plus tard, en 2021, en novembre, nous avons vécu les inondations. Et les gens ne parlent pas vraiment des inondations qui se sont produites à Lytton, mais ça a eu un impact énorme sur la communauté des deux côtés. Il y avait 3 différentes zones où les ponts se sont complètement effondrés. Donc, les gens étaient coincés dans Lytton et la seule manière de sortir, c'était à travers Little Wits, ce qui rajoutait 1 heure de conduite supplémentaire. Donc, Tank Hill a complètement été effacé et leur pont a complètement été détruit. Donc, j'ai des membres de ma famille qui étaient coincés dans la montagne pendant à peu près 3 mois sans pouvoir traverser le pont avec leur voiture. Et j'avais une cousine qui était enceinte et elle a dû marcher sur le pont de la voie ferroviaire et ensuite conduire 2 heures supplémentaires pour pouvoir accoucher. Ce sont des situations très dangereuses et pour avoir accès aux soins de santé ou pour avoir des épiceries, il fallait que ce soit livré par hélicoptère. Et de l'autre côté, donc la montagne Jacasse, donc maintenant, le pont est à direction unique, mais le pont avait complètement été détruit et je n'ai pas pu conduire pour me rendre à Lytton pendant 4 mois.
ou alors il fallait que je passe par Littlewood. Et en tout cas, la conduite semblait vraiment assez longue. Et quand je pense à l'impact de ces situations, avec les inondations, aussi un impact sur l'habitat des saumons parce que ces deux rivières sont des rivières de reproduction des saumons et nos saisons de pêche ont été affectées par ces inondations aussi. Et aussi, et dans la région de Merritt, il y a aussi des inondations sévères et il y a encore des personnes qui n'ont pas pu retourner à domicile. Et certaines personnes ont vu juste leur maison être emportée par le flot. Et moi, j'arrive même pas à croire que cela se produisait là, surtout juste après que nous ayons tout perdu à Linton. Donc maintenant, il y a 4000 évacués. Et qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce genre de situation? Donc, quand je pense aussi à l'impact que cela a eu sur la faune, sur la flore, sur les eaux, sur le déplacement des populations et la santé mentale, où est-ce que les animaux vont pouvoir se rendre quand il y a à la fois de l'incendie et des inondations pour la diversité forestière aussi? J'ai parlé à plusieurs groupes par rapport à la diversité forestière. Est-ce que nous avons une utilisation pour ces arbres parce qu'il y a 83 000 hectares de forêt qui ont été brûlés et pour l'instant, cette surface ne peut pas être utilisée. Donc, il y a des études qui disent que nous pouvons utiliser les arbres brûlés pour la construction immobilière, et cela va être plus fort, mais le coût de construction est beaucoup trop élevé. Donc, et je pense que s'il y a de l'information scientifique à ce sujet, cela m'intéresserait. Et quand je pense à l'eau, par exemple, nous avons une ferme à Lytton et nous avons un ruisseau qui alimente 3 autres fermes. Donc, depuis 2021, nous n'avons pas pu produire So, le foin à cause de la sécheresse suite à l'incendie. Donc, ce ruisseau a survécu maintenant à 3 incendies. Et le fait qu'il y a encore de l'eau qui coule, c'est très choquant. Mais il n'y a pas assez pour nous permettre de produire assez de foin pour les chevaux. Donc, il nous a fallu acheter maintenant du foin pour nos chevaux. Donc, nous pouvons nettoyer les fossés autant que possible. Nous avons besoin de financement et de ressources pour gérer le problème afin que l'eau puisse se rendre aux endroits requis. Et aussi au moment de l'incendie, moi, j'ai quitté mon travail à Kamloops et j'ai déménagé à Hope pour aider les évacuer parce que je ne me sentais pas capable d'aller dans mon travail régulier de 9 à 17 heures alors que ma communauté est en train de passer à travers cette calamité et que moi aussi je passais au travers de cette calamité. Je ne pouvais pas rester et travailler avec des gens qui ne vivaient pas l'impact de cela parce que il y avait tellement de choses qui se produisaient à l'intérieur de moi et j'avais tellement de colère par rapport à cette situation. Donc, j'ai déménagé à Hope pendant l'été et cela m'a vraiment enseigné que nos peuples sont plus proches que ce que nous avons l'impression en certaines fois et je pense que les incendies nous ont rapprochés. Ils nous ont donné un sentiment de pouvoir dépendre les uns des autres. Et l'été où j'ai travaillé pour le centre d'urgence à Lytton m'a montré à quel point donc, mais la situation était vraiment difficile. Les ressources que nous avions n'étaient pas suffisantes pour prendre soin de 2000 personnes. Et cela m'a juste montré que les Premières Nations ont juste des minimums pour gérer les situations, mais les situations extrêmes
d'urgence. Cela m'a juste montré à quel point nous n'avions pas de ressources pour gérer ces situations. Et aussi, les jeunes dans ces situations de désastre sont une arrière-pensée. Et ils sont transportés et il n'y a aucun soutien qui leur est offert. Il y a vraiment peu de soins en santé mentale dans ces situations et, et ce n'est pas génial quand on fait venir une ressource humaine qui ne connaît pas la communauté et puis moi, ce que j'avais dans la tête, c'était, un, je ne vous connais pas et deux, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, je ne me sentais pas en sécurité pour parler de ce qui se passait. Donc, le soutien que vous aviez en santé mentale n'a pas eu un impact positif suffisant. Et aussi, pour nos opérations d'urgence, nous avions 3 personnes qui travaillaient, donc moi et 2 autres personnes. Et une des personnes dans ce groupe avait perdu sa maison. Et toutes les autres personnes étaient des chefs dans les conseils qui avaient aussi perdu, pour certains d'entre eux, leur maison. Donc, c'est vraiment de l'adrénaline qui nous a soutenus pendant ces moments-là. Plusieurs groupes sont venus, la Croix-Rouge, le, le gouvernement, et ils venaient pour la quantité ou la durée de temps maximum qui était de 2 semaines, 14 jours. Et donc, ils venaient pour aider avec les opérations d'urgence. Et ces groupes partaient au bout de 14 jours. Et après, il fallait répéter au prochain groupe qui s'en venait toute l'information. Et donc, il fallait leur dire tout ce qui s'était passé. Et donc, eux, ils voulaient en apprendre plus sur la situation. Donc, c'était répétitif, c'était fatigant de ne pas avoir une ressource humaine constante pour traverser ces moments de crise avec nous. Donc, par rapport aux leçons apprises, donc, je pense par rapport aussi aux politiques de gestion des catastrophes, pour moi, ça a été un catalyseur de ma carrière en éducation où j'ai commencé à me pencher plus sur la recherche climatique. Et j'ai un article qui va être publié sur les impacts environnementaux des voies ferroviaires sur les Premières Nations et aussi l'Institut canadien pour la santé et la recherche avec une de mes collègues et une de mes amies. Nous avons collaboré sur cet article. Nous avons fait de la recherche dans la zone pour savoir quel était l'impact du changement climatique et la COVID-19 sur la population. Et nous avons eu 40 participants. Et cela m'a ouvert les yeux sur la politique et c'est quelque chose auquel je n'avais pas réfléchi avant le début des incendies. Je savais ce que je ressentais et ce par quoi ma communauté est en train de passer, mais je ne savais pas comment nous pourrions avoir un impact positif réellement à ce moment-là. Et oui, et donc, désolé de vous interrompre, Jewel, mais d'abord, je veux remercier vous et Renard parce que je sais que c'est vraiment difficile de parler de ces choses. Je veux reconnaître que c'est quelque chose dont nous avons conscience en tant que public et merci pour ce cadeau du partage et nous apprécions et nous savons à quel point c'est un poids lourd qui pèse sur vous. Et donc, merci d'avoir partagé votre témoignage. Je comprends aussi que c'est quelque chose que vous continuez à vivre, hein, mais je voulais inviter Émilie à parler un peu de cet élément sur la politique et de euh, changer un peu la conversation parce que voici ce qui se passe sur le terrain, dans la communauté, dans nos maisons. Mais maintenant, nous avons le gouvernement et le manque ou l'inaction du gouvernement et à la vitesse et à l'échelle nécessaire. Et nous avons besoin d'un mouvement de justice climatique qui soit plus fort en alliance avec les défenseurs de la terre autochtone afin de créer un monde décolonisé dans lequel tout le monde puisse vivre. Donc, je demandais à Émilie de parler de ce qui se passe au niveau fédéral et nous allons prendre un pas de recul par rapport à cela. Oui, merci à vous deux encore pour votre vulnérabilité dans le partage de ces histoires et de l'impact que vous avez vécu donc par rapport à ce qui se passe au niveau fédéral. Donc,
puisque l'élection fédérale de l'automne 2025 s'approche. Au cours de l'année dernière, nous avons vu de plus en plus d'attaques dirigées et du théâtre politique pour transformer la politique climatique en armes et en point d'attaque, surtout dans le discours de Pierre Poilievre du Parti conservateur et le fait que les gens ont établi une division binaire entre le climat et la capacité de pouvoir vivre et ils sont vus comme étant des éléments exclusifs. Et vous avez peut-être vu la campagne fiscale qui est proposée par Poilievre et vous avez vu qu'ils essayent de pouvoir s'attaquer au discours sur la politique climatique de cette année. Et moi, je l'ai vu comme un effort de créer une polarisation de la politique climatique et de montrer que les Canadiens ne peuvent pas se la permettre financièrement. Et ils veulent continuer cette rhétorique de l'individualisme où le poids de l'action climatique repose sur les personnes de la classe ouvrière au lieu de demander qui sont à la source de cette pollution de prendre leurs responsabilités et de mettre et qui refusent d'avoir un programme d'emploi durable qui soit vraiment efficace. Et donc, la raison pour laquelle je parle de cela, c'est parce qu'il y a une loi sur les emplois durables qui a été adoptée aujourd'hui, qui a été adoptée au Sénat et cela a été adopté. C'était une étape très importante, mais bien sûr, avec beaucoup de, euh, de, de lacunes par rapport à ce que nous avons besoin de voir sur le terrain. Donc, j'ai l'impression que l'automne dernier et ce printemps, la débâcle de la taxe du carbone a vraiment été mentionnée partout dans les médias, mais je pense que un des chevaux de bataille les plus importants au niveau de la politique fédérale, c'est vraiment de mettre une limite aux émissions de combustibles fossiles et qui demande aux entreprises qui polluent le plus de prendre la responsabilité. Finalement, c'est le gouvernement fédéral qui va décider comment chaque entreprise va pouvoir polluer sans avoir à payer sur la base de leur production et de l'intensité de leurs émotions. Et donc, avec ce plafond des émissions, le gouvernement fédéral essaye de réduire la pollution afin d'atteindre les cibles climatiques de 2030 pour le Canada pour réduire de 40 à 45 son niveau d'émissions d'ici comparé au niveau de 2005. Et à titre de comparaison, d'autres industries comme l'électricité ont réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais surprise, surprise, l'industrie des combustibles fossiles continue à être les pollueurs les plus importants et c'est une action volontaire et c'est une pollution et ces engagements en pollution qui sont volontaires. Et donc, par rapport à où nous sommes rendus, il y a une pression sur le gouvernement pour publier un cadre de réflexion par rapport aux émissions, par rapport à la COP 28, mais nous avons quand même besoin de vraies règles et de règlements réels avant l'élection. Et donc, par rapport à ce calendrier, nous avons besoin qu'au début de l'automne, nous ayons cette première ébauche afin de pouvoir s'assurer que certaines de ces règles soient garanties et avant de commencer la saison électorale. Donc, quand je prends un pas de recul, je vois que ce plafond par rapport aux émissions est un levier fédéral très important pour remettre en cause le pouvoir des industries du combustible fossile et pour qu'ils soient plus responsables par rapport à l'atteinte de nos cibles. Et d'un point de vue de la juridiction, le gouvernement fédéral ne peut pas régler la production comme les provinces peuvent le faire, mais ils peuvent réguler les émissions et la pollution. Et donc, juste à titre de commentaire, aujourd'hui, Deloitte a produit un rapport disant qu'il est peu probable que beaucoup d'entreprises vont déployer des mesures de capture du carbone pour se conformer au plafond des émissions.
Et ils ont dit que l'obligation que les entreprises auront, ce sera de diminuer la production. Et donc, ça, c'est un commentaire qui est assez drôle parce que les environnementalistes sont très contents à l'intérieur, mais il y a un rapport qui a été sponsorisé par le gouvernement de l'Alberta pour justifier les problèmes constitutionnels d'un plafond des émissions des combustibles fossiles. Et donc, ce combat est tout un combat et je suis vraiment impressionnée par l'énergie déployée par les grandes entreprises du pétrole pour se battre contre ce règlement. Et ça veut dire que vous faites quelque chose de très bien. C'est sûr que les conservateurs ont des moments de rage publique hein, et donc il y a une couple de semaines de cela, le comité environnemental des 5 grandes entreprises du pétrole ont parlé de leurs profits records et des émissions qu'ils continuent à avoir qui sont en croissance. Et donc, les députés leur ont demandé pourquoi ils luttent contre ce plafond. Et quand ils ont posé la question, il n'y a pas vraiment eu de réponse à voix haute. Et l'Association canadienne des producteurs de pétrole joue un rôle avec le gouvernement libéral et essaye de mettre en place une version d'éco-blanchiment de leur politique afin de pouvoir accéder au financement tout sans faire vraiment de changements. Et donc, il y a beaucoup de parties prenantes qui viennent à l'Alberta qui sont dans cette association. Et nous voyons cela manifester dans un certain nombre de publicités, que ce soit en Colombie-Britannique ou à Ottawa. Et donc, ce que nous avons avec ce plafond sur les émissions des combustibles fossiles et avec d'autres lois sera essentiel pour démoniser les entreprises pétrolières et créer un espace politique important pour pouvoir s'assurer qu'ils sont redevables. Donc, cela vous donne un aperçu de la situation dans laquelle nous sommes rendus dans le contexte fédéral. Merci, merci beaucoup pour cette présentation très brève, mais qui nous permet d'aller en profondeur dans cela. Donc, je pense que pour le reste de la conversation, donc, nous allons essayer de rassembler ces deux éléments. Donc, ce que nous avons eu des expériences vécues de Rainer et Joel, et quand ils ont exprimé la crise incroyable à travers laquelle ils sont passés et comment cela est alimenté par des émissions de combustibles fossiles qui n'arrêtent pas d'augmenter alors que les PDG de cette industrie essayent d'agir avec impunité. Et donc, nous, en tant que gouvernement, comment est-ce que nous pouvons, dans ce moment, créer le pouvoir? Nous avons besoin au niveau communautaire pour mettre en place ces changements. Et donc, comme Joël l'a manière avec beaucoup de beauté et beaucoup de dévastation, ce moment de désastre indique ces inégalités dans la société. Et nous avons les peuples des Premières Nations, des peuples autochtones sur leur territoire ou ailleurs se rendre compte qu'il y a des contradictions dans le soutien qu'ils ne reçoivent pas parce que ils ne reçoivent pas du support nécessaire parce que les jeunes ne reçoivent pas ce soutien, les groupes vulnérables ne reçoivent pas ce soutien en santé mentale et le fait qu'il n'y a pas des établissements physiques comme des hôpitaux qui font que les gens n'ont pas accès aux soins médicaux dont ils ont besoin et le fait que ces moments de catastrophe ont déjà éliminé l'infrastructure qui était juste le minimum nécessaire. Donc, je voulais savoir sur la base de vos expériences et le fait que nous avons aussi ces moments d'ouverture. Et Joe, vous avez parlé de comment la communauté s'est vraiment soutenue mutuellement à travers ces moments de crise prolongée. Alors, comment est-ce que nous pouvons combiner ces deux choses? Comment nous pouvons combiner donc l'entraide, les actions de mobilisation suite à une catastrophe climatique et comment nous pouvons transformer cela en un travail durable de justice climatique, antiraciste et antifasciste dans nos communautés afin de pouvoir construire de meilleurs systèmes et de meilleures communautés qui prennent soin les uns des autres présentement. Donc, je vais donner la parole à Rainer Wajou pour commencer cette conversation. Peut-être à Joe.
Yeah. I what comes in mind when I think of Donc, this ce qui me is vient à l'esprit quand je pense à cela, c'est que certains des jeunes de ma communauté, voici le travail qu'ils ont déjà fait. Donc, une personne, elle s'appelle Patashi Pims. Elle a fait beaucoup de travail avec les jeunes de la communauté et elle a vraiment investi dans la jeunesse après les incendies et elle a trouvé du financement pour trouver un bâtiment consacré aux jeunes. Elle a passé une année entière à travailler sur ce projet et elle a dû gérer toutes les nuances et je suis vraiment très fière du travail qu'elle a fait pour nous au sein de la communauté. Elle a créé ces réunions pour les jeunes, elle a préparé des soupers où elle prépare tout le repas. Il y a les plus jeunes comme moi. Elle est vraiment juste incroyable. Et comme elle et sa sœur. Et, et le travail que la communauté a fait en termes de recherche, même par rapport aux choses qui sont sur le terrain. Donc, après les incendies, nous avons fait beaucoup de travail sur les crotales, leur importance et l'impact des incendies. Et nous avons quelque chose en juillet pour parler en fait des crotales et pour en parler à la communauté. Et donc, une des choses que je voudrais souligner par rapport aux incendies, et c'est un travail qui a été fait par ma cousine Sharissa, c'est d'être, d'avoir un suivi culturel parce qu'en général, nous, comment nous gérons les incendies spontanés, c'est que nous laissons les incendies se développer parce qu'on ne peut pas vraiment les arrêter là où ils s'arrêtent, mais en 2022-2023, mais il y avait des incendies sur le côté ouest de Lytton qui a eu un impact sur le Stein. Et le Stein, c'est une montagne qui a une importance culturelle qui est protégée au niveau provincial. Et il y a tellement d'archéologie dans cette région et le fait qu'il y avait des incendies qui sont rapprochés de la région, c'est quelque chose qui a inquiété les gens. Donc, elle est devenue une monitrice culturelle et donc elle a identifié des arbres modifiés culturellement. Elle a identifié des pictographes et elle disait aux pompiers où construire euh, des garde-feux et mettre en place différents moyens de protéger ces lieux comme des arroseurs. Et je suis vraiment très fière de son leadership et à Linton aussi. Et notre conseil de reconstruction, nos directeurs de construction cherchent les manières les plus durables de construire du logement pour qui sont adaptés au fait d'avoir une maison dans l'endroit où la température est la plus élevée au Canada et donc et qui euh, où il y a une forte probabilité d'incendie. Donc, ils sont en train d'essayer de nouvelles choses. Ils sont en train de voir comment ça peut fonctionner. Ils essaient de voir comment gérer les combustibles dans cette région aussi. Ils essaient d'engager des personnes de la communauté pour le travail de pompiers. Et je travaille sur une couple de projets dans le cadre de mon travail aussi par rapport aux réponses en situation d'urgence. Oui, ça a été un cheminement très long. Donc, ça fait presque 3 ans que les incendies se sont produits nous apprenons quelque chose de nouveau chaque jour, mais la situation des fois avance lentement, des fois avance très vite. Et je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage au niveau de la communauté et du gouvernement. Et merci beaucoup pour ce partage et pour tout ce que vous avez dit était vraiment fascinant et surtout par rapport à l'archéologie culturelle, qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de manière intentionnelle de votre relation à la terre, le fait que vous voulez protéger cette connaissance, vous assurer que nous pouvons protéger cela et comment aussi interagir avec d'autres réalités, comme par exemple combattre les incendies et savoir comment placer certains mécanismes de protection et comment protéger cette connaissance et de voir comment la maintenir, la protéger malgré les dommages encourus. Donc, Rainer, donc, comment est-ce que vous approchez ces moments
où il y a une possibilité de construire un meilleur avenir et de se battre. Comment utiliser ce moment de crise pour que cela devienne une opportunité pour se battre, pour créer un avenir meilleur. Merci beaucoup, Sarah et Joel. So just for the Et merci pour la contribution aujourd'hui et le travail que vous faites tous les jours. yeah, I've found that it's really hard to do work Je- in the moment C'est vraiment of an très emergency difficile because de faire du travail dans le moment de crise et d'urgence parce que ce sont les moments où vous devez vous occuper de ce qui est vraiment devant vos yeux. Et ce qui est très important, c'est ce que vous faites après et ce que vous faites pour vous préparer pour la prochaine occasion, pour le prochain moment de crise. Et en fait, dans le moment d'une urgence climatique, quand il y a un dôme thermique, vous prenez en compte votre capacité, votre bande passante et les ressources que vous avez devant vous et le réseau que vous avez au sein de vos communautés et vous essayez de connecter avec les personnes qui sont les plus marginalisées dans vos communautés pour essayer de voir s'il y a des personnes itinérantes et les communautés, des fois, sont déplacées et de voir si vous pouvez leur amener de l'eau, un moyen de se mettre à l'ombre avec des parapluies, mettre en place de l'entraide, mettre en place un triage pour les urgences. Et la stratégie pour ce genre de situation peut faire une grande différence une personne qui est dans une situation désespérée. Et j'ai trouvé que moi, ce qui m'aide dans dans l'entre-deux crises, ce qui m'aide, c'est de chercher des influences culturelles qui encouragent à rêver d'un meilleur avenir. Donc, je ne dis pas qu'il faut se déconnecter de la réalité et tomber dans l'utopie, mais c'est important, je pense, d'étudier des histoires qui prennent en compte ce à quoi nous sommes confrontés, mais qui définissent ce qui va venir pas seulement comme un avenir marqué par les pertes, mais aussi comme un avenir marqué par le changement. Nous sommes en train de vivre dans une période où nous voyons beaucoup de destruction à une échelle massive et de manière non durable. Et une source d'espoir, c'est de savoir qu'un système non durable, par définition, ne peut pas continuer à tout jamais. Et donc, un jour, les industries des combustibles fossiles ne pourront pas exister comme elles existent aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Et notre travail, c'est de nous assurer que cela va se produire euh, alors que nous prenons soin des personnes qui vivent l'impact négatif du travail des industries du combustible fossile et aussi nous voulons continuer à travailler là-dessus, travailler sur le climat et passer à travers cette crise climatique. Mais en plus de cela, c'est important de s'insérer dans les structures locales de pouvoir, dans les organisations où les décisions sont prises, et de mettre en place une infiltration de bonne foi dans les espaces politiques où vous pouvez avoir une influence parce que votre voix est importante. Nos voix collectivement sont importantes et nous sommes des personnes importantes dans nos communautés et c'est important de nous insérer dans des systèmes qui, qui semblent et qui sont des fois euh, dysfonctionnels, mais c'est important d'être présent dans ces espaces parce que c'est là que nous pouvons mettre en place des changements. C'est peut-être pas le changement dont nous avons besoin, mais ce sera mieux que ce qui existerait si vous n'étiez pas là. Et donc, par exemple, c'est moi, je me suis très impliqué avec l'UNPD de la Colombie-Britannique depuis la course au leadership. Il y a Coupe d'Andesta et le NPD en Colombie-Britannique est un exemple d'une organisation qui n'est pas parfaite, mais qui arrive à faire de bonnes choses, mais fait aussi des choses terribles. Mais la réalité, c'est que si nous ne sommes pas là, quelqu'un d'autre va être là. Et si nous ne contribuons pas avec nos voix
et une autre compréhension dans ces espaces et dans nos communautés locales. Alors, les personnes qui vont se présenter sont des personnes qui ont soif de pouvoir ou qui sont très capitalistes ou qui sont remplies d'avarice, et ce sont les personnes qui vont dominer la conversation dans- et qui vont nous remplacer, surtout dans les espaces municipaux et provinciaux qui sont dans les espaces progressistes à gauche, parce que si nous ne sommes pas présents dans l'espace, qui va être là? Et donc, nous devons être là, même si nous ne sommes pas à 100% d'accord avec ce qui se passe dans ces espaces. Je veux aussi encourager les gens à déployer vos compétences. Vous pouvez vous rendre dans des espaces où les gens se rassemblent, même si vous ne savez pas quoi faire à 100%, mais vous n'avez pas besoin de commencer quelque chose complètement de manière autonome. Rajoutez votre voix à des groupes qui existent déjà et qui font du bon travail. Présentez-vous et demandez ce qui doit être fait. Je sais que c'est un point difficile pour surtout pour les personnes qui sont des milléniaux, parce que nous, des fois, nous pouvons être la personne qui va résoudre le problème, mais 9 fois sur 10, d'autres personnes déjà en train de faire du travail, vous avez juste besoin de vous présenter. Et si vous êtes un comptable, vous n'avez pas besoin d'être la personne qui a le mégaphone lors du rallye climatique. Vous pouvez juste être un comptable pour le groupe qui fait du bon travail. Vous pouvez être la personne qui se présente et qui peint des signes. Moi, j'ai passé une couple d'années dans des espaces avec des groupes qui font du travail et souvent là qu'ils ont le plus grand besoin, des personnes qui se présentent, des personnes qui vont faire du travail. Puis là, tout le monde veut être un militant pour changer la situation, mais personne ne veut être là pour faire le travail plate. Et nous avons besoin d'une armée de personnes qui vont faire le travail plate, administratif, et pour pouvoir se rendre jusqu'à la fin et pour amplifier les voix et les voix autochtones, racialisées et les personnes qui s'identifient comme étant des femmes pour mettre en place le fondement pour le changement dont nous avons besoin, parce que à court et moyen terme, si on regarde au Canada et nous considérons nos espaces politiques, nos politiques fédérales ne sont pas parfaites et elles vont sûrement empirer à moyen terme. Mais quand nous comprenons cela, c'est important quand même de mettre en place le fondement pour l'avenir. Peut-être qu'un gouvernement poilé va être assez horrible. Nous avons besoin des personnes qui vont être là pour reconstruire après cela. Il y aura des personnes qui vont être là pour dire 4 ans après l'élection il y a un gouvernement viable, populaire et incroyable qui pourrait être formé pour l'élection 2029. Donc, soyons enthousiastes par rapport à cela et commençons à travailler là-dessus. Ça va être assez brutal à court terme, mais d'un point de vue autochtone, nous sommes en train de travailler pour les 7 prochaines générations et c'est ce sur quoi nous devrions nous concentrer. Donc, la prochaine élection, c'est juste comme cela. Donc, concentrons-nous sur le travail à long terme et mettons en place des fondements solides. Merci, Renner. Je pense que donc vous êtes vraiment en train de refléter cette perspective à long terme pour voir comment mettre en place des changements à long terme et comment s'investir dans cela et comment s'investir dans le combat à long terme. Et il y a aussi Mariam Kaba qui dit que maintenant que les personnes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire établissez des contacts parce que les personnes qui sont dans cet appel sont des personnes qui se battent à ce sujet et qui sont en train de créer ces groupes. Et je pense que ma question finale, avant de passer aux questions-réponses, donc, quelle est la chose, quel est le travail pour lequel vous êtes plus enthousiaste euh, en ce moment? Donc, quel est le genre de soutien dont vous avez besoin? Comment est-ce que les gens peuvent vous aider? Et quelle est la chose qui crée de l'enthousiasme chez vous? Et donc, je vais peut-être passer la parole à Joel en premier. Yeah, for my own Donc, personal work. par rapport à mon travail personnel, This is more of like a dream right now. donc c'est plus un rêve, The work that's actually been put into it. But plus que le travail qui est en train d'être fait. an outdoor basketball court in Lytton Mais j'aimerais avoir un terrain de basketball externe
pour toute la communauté parce que le basketball joue un rôle important dans notre communauté. En Colombie-Britannique, nous avons plusieurs ligues juniors et donc c'est 80 équipes de jeunes et qui participent à ce tournoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment euh, une grande source d'enthousiasme pour les jeunes et pour les adultes. Et donc, avoir un terrain de basket externe où il y a une protection par rapport au soleil, je pense qu'à Linton, ce sera bien parce que moi, euh, en fait, j'ai souffert du soleil l'année dernière, donc c'est un objectif personnel donc, que je manifeste. J'ai hâte que les maisons soient reconstruites. La dernière que j'ai vue, il y avait des fenêtres la dernière fois que je suis passée en voiture. Donc, j'ai hâte de voir tout le monde retourner dans leur nouvelle maison et de voir la nouvelle ville qui est en train de renaître. Je pense que la ville de Lincoln a été brûlée à peu près 5 fois dans son histoire. Donc, elle passe par ces phases de renaissance. Donc, ce n'est pas la première fois que nous allons renaître suite à ce genre de circonstances. Et j'espère que nos communautés vont avoir plus de soutien. Il y a plus de choses que nous pourrons faire dans la communauté, comme je disais, le terrain de basket et avoir ce centre de jeunesse. Et il y a une chose qui me vient à l'esprit par rapport à la question précédente. Quand un incendie comme ça se produit, et il y a un autobus directement après pour voir les membres de la communauté, pour savoir qui a perdu leur maison. Et donc, moi, nous avions 12 autobus et avec notre district régional. euh, Et donc, ce que j'ai demandé, j'ai demandé d'éliminer les personnes qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie de la communauté. Donc, le district régional a promis que ils allaient prendre soin de ces personnes par rapport à leur offre de soutien en santé mentale sur le site, et parce que c'est vraiment été une source de traumatisme. Et donc, nous ne savions pas ce qui avait été perdu. Donc, moi, je ne savais pas si j'avais perdu ma maison, si elle était encore là jusqu'à une semaine après l'incendie. Donc, nous avons deviné pendant une semaine si la maison était encore debout ou non. Et donc, ils ont amené ces personnes qui ont fait ce tour de bus communautaire. Donc, il n'y avait pas de soutien ni communautaire ni culturel. Et ils ont juste donné à ces personnes de l'eau et des sandwichs. Et après, ils les ont déposés à domicile. Donc, il n'y avait rien qui avait été mis en place pour ces personnes. Et certaines personnes ont eu vraiment l'impression d'être traitées comme des moutons. Donc, c'était comme monter à bord de l'autobus. Et donc, ils sont passés à 2 reprises à travers la communauté. Donc, ils ont été retraumatisés. Et donc, ils ont vraiment eu l'impression d'être déconnectés de leur corps à ce moment-là. Et moi, je me sentis vraiment mal parce que je faisais partie de cela parce que je n'avais pas du tout de contrôle par rapport au déroulement de tout cela. J'ai essayé d'aider, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que le district régional était ancré dans son pouvoir au lieu de penser à notre propre pouvoir. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangée. Et parce que c'est arrivé dans d'autres communautés qui passent à travers ce genre d'impact environnemental extrême. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il soit traité. Oui, totalement. Oui, ça a vraiment été tellement important par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à, à quel point le soutien culturel et en santé mentale est important pour ces communautés et comment l'absence de ce soutien a vraiment un impact négatif très important et aussi, en plus, le fait de pouvoir trouver son propre pouvoir face au pouvoir déployé par le district régional, je pense que ce sont des choses importantes. Donc, afin qu'il y ait puisse avoir de l'autogouvernance pour déterminer l'avenir de votre communauté et la manière dont votre communauté va être reconstruite, je pense que c'est important que vous ayez partagé ça. Donc, Rainer.
Donc, cet été, donc, quelle est la chose qui vous enthousiasme le plus par rapport au travail que vous effectuez? Donc, comme je l'ai mentionné, je suis impliqué avec le NPD de Colombie-Britannique pour le meilleur et pour le pire. Ils ont plusieurs comportements problématiques, mais je veux juste souligner le fait de s'impliquer. Le comité exécutif du district pour les élections, moi, je fais partie d'un petit groupe et nous étions en train de trouver un bon candidat pour l'élection qui s'en vient. Et aussi, en plus de ça, j'ai travaillé avec un groupe qui s'appelle Horizon commun au Québec. Et nous faisons beaucoup de travail pour, mettre en place une taxe et un impôt sur les profits excessifs. Et donc, d'un point de vue politique, ça a l'air radical jusqu'à ce que vous commencez à parler de la réalité sur le terrain. Et donc, de manière évidente, c'est quelque chose dont nous avons besoin parce que nous avons besoin de plus de services publics présentement, surtout avec l'urgence climatique et notre besoin est plus important qu'auparavant. Et nous avons des infrastructures qui, en train de vivre l'impact de plusieurs décennies de désinvestissement illibéral et de privatisation. Et, et nous devons juste déjà compenser pour cette dette qui s'accumule. Et après, nous avons ces millionnaires qui, avec le gouvernement conservateur, qui, depuis la pandémie, se battent par rapport à la distribution. Et je sais que les conservateurs essaient de s'opposer à tous les programmes sociaux. Mais ce que nous voyons, c'est vraiment une campagne agressive de la distribution qui vient de la classe ouvrière et de la classe moyenne depuis le début de la pandémie et le gouvernement néolibéral que nous avons facilite cela et nous devons être très actifs et rajouter nos voix à ces mouvements où nous, nous pouvons créer le sentiment que cela n'est pas d'accord. Nous devons briser l'hégémonie culturelle du réganisme et du thatcherisme et l'idée que le fait d'investir au lieu d'investir en fait dans une économie qui est toujours axée sur les retombées économiques où le PIB est l'élément le plus important de notre bien-être, je pense que nous devons vraiment sortir de cette idée et nous devons nous assurer que le gouvernement commence à prendre soin des personnes et afin de payer pour cela. La manière la plus rationnelle de le faire, c'est d'avoir une taxe sur les profits excessifs des millionnaires et sur les entreprises qui sont en train d'engranger des profits sur notre dos. Et donc, moi, c'est comme ça que je me suis impliquée, mais j'encouragerais d'autres personnes à s'impliquer afin de lutter contre cette campagne de distribution qui donne plus d'argent aux milliardaires. Donc, pour les personnes qui veulent en apprendre plus sur le travail d'Horizon commun, je vais pouvoir partager l'information afin que vous puissiez vous impliquer tous, mais j'aimerais aussi que les gens dans cet appel, parce que nous sommes sur le point de conclure, mais il nous reste quelques minutes. Donc, si vous faites des choses dans votre communauté cet été, si vous voulez partager, et c'est avec les personnes qui sont ici dans cet appel, nous aimerions le voir dans la boîte de clavardage. Si vous faites du travail, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui font du travail incroyable par rapport à la mobilisation, par rapport aux événements météorologiques extrêmes. Donc, nous aimerions savoir ce que vous avez à dire et nous pourrions amplifier votre action, les campagnes, l'entraide que vous allez faire cet été. Donc, avant de commencer à répondre aux questions, et donc par rapport à ce que Dave Donnacona est en train de faire sur les terres des Nérizo au Québec. C'est une association de défenseurs de la terre, de chefs et d'héritières, de matriarques et de membres de la famille qui vivent sur leur territoire non cédé. Et ils se battent activement pour protéger leur territoire contre l'exploitation forestière et contre l'invasion des sociétés d'exploitation forestière industrielle. Les défenseurs
de terre réclament un pouvoir de décision sur les opérations forestières qui se produisent sur leur territoire non cédé et demandent aussi la redistribution des revenus générés par ces opérations forestières. Et ils font cela, ils sont dans ce combat continu depuis plusieurs années. Ils ont besoin de soutien pour, dans leur combat pour l'autodétermination. Et il y a un groupe d'alliés qui a mis en place un document pour expliquer leur lutte et les demandes de la nation et du groupe, ce que le groupe et l'association demandent. Donc, je vais mettre l'information dans la boîte de clavardage et vous pourrez aussi les suivre. Et ils demandent des dons sur la page Facebook si vous voulez en apprendre plus et leur donner plus de soutien. Donc, je pense que cela étant dit, je peux prendre 2 questions du public. Si vous pouvez lever la main ou poser votre question dans la boîte de clavardage. Okay, amazing. Seeing some scan. Donc, folks. je vois qu'il y a des gens de l'association SCAN qui partagent. Merci pour tout ce que vous partagez dans la boîte de clavardage. Est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes? Yeah, actually, we are kind of, yeah. Oui. Yes, we've got Ash to Action, Last Generation. Donc, donc, Last Generation, ils vont faire un travail à Jojage pour une mobilisation par rapport aux événements météorologiques extrêmes. Donc, merci de suivre ce qu'ils sont en train de faire et voyez si vous pouvez vous joindre à eux parce que c'est une coalition de groupes qui collaborent ensemble. Donc, j'ai une question par rapport à la trousse d'entraide parce que je sais que nous arrivons à la fin de notre présentation. Donc, ce que nous sommes en train de faire au Hub, c'est que nous voulons vous soutenir dans le travail que vous êtes en train de faire, donc le travail que je suis en train de faire et le travail que René est en train de faire dans vos communautés, en essayant d'imaginer à quoi pourrait ressembler une trousse d'entraide et de réponse aux urgences communautaires. Et aussi, nous essayons de voir ce que nous pouvons faire pour vous aider dans la création d'actions communautaires ou d'événements pour créer cette pression d'une quota autre au niveau communautaire, pour mettre en place ces politiques et les changements dont nous avons besoin pour nous attaquer aux causes de la crise dans laquelle nous sommes et nous battre pour l'avenir que nous méritons. Donc, nous avons une trousse d'outils que vous allons partager avec vous. C'est la version 1.0. Et donc, nous allons partager cet lien avec vous dans la boîte de clavardage. Donc, c'est une, une, une liste de ressources et c'est aussi une liste d'idées de ce que vous allez pouvoir faire avec les micro-subventions que nous allons lancer pour soutenir les nouveaux groupes et les groupes qui ont de l'expérience sur le terrain par rapport au travail que vous effectuez et aussi pour promouvoir l'entraide par rapport aux événements que vous organisez dans vos communautés afin de mettre de la pression sur des sites dans vos communautés pour obtenir de vraies politiques climatiques, obtenir de la vraie justice et des vraies politiques qui prennent en compte l'équité. Donc, avec cette boîte d'outils, ce que nous voulons faire, c'est avec les micro-subventions, c'est nous voulons vous donner les ressources pour que ces idées d'entraide et d'action deviennent une réalité. Et nous avons Léonard qui offre des soutiens dans la salle pour d'écoute active, qui va être le soutien et qui va être le coordinateur des micro-subventions et qui va être d'autres personnes ressources pour savoir ce que vous allez pouvoir faire quand vous avez accès à cet argent. Donc, avec les idées qui sont proposées dans la boîte d'outils, donc comment apporter cela dans votre communauté. Et nous avons cette personne ressource pour nous assurer que vous avez assez d'énergie et d'action et d'idées et de ressources pour que ce travail dans votre communauté devienne une réalité.
Donc, nous avons vraiment hâte au lancement de cela. Nous allons lancer le portail de demande de micro-subventions dans les 2 prochaines semaines. Nous allons vous demander de garder l'œil sur notre bulletin d'information pour plus d'informations. Mais nous voulons partager cette première information sur la boîte d'outils pour que vous sachiez que vous avez accès à ces micro-subventions pour mettre en place des programmes d'entraide et d'action. Et donc, bien sûr, vous allez avoir accès au programme de micro-subventions sous peu. Et donc, maintenant, nous allons lancer un sondage donc pour savoir qu'est-ce qui vous aiderait le plus cet été en termes d'entraide et de soutien à l'action au niveau local. Donc, ce serait bien si vous pourriez prendre un moment pour juste répondre à certaines des questions pour identifier quel est le genre de soutien dont vous avez le plus besoin, quels sont les obstacles auxquels vous sont confrontés et comment nous pouvons éliminer ces obstacles pour que vous soyez le plus efficace et le plus stratégique. Donc, nous allons mettre fin à l'appel et je sais que vous regardez les questions, mais est-ce que vous avez des derniers commentaires que vous voulez partager? Seeing so many actions people are sharing Je in the vois chat. tellement d'actions qui sont partagées dans la boîte de clavardage. Merci beaucoup. Nous aimerions aussi si vous allez tous recevoir l'enregistrement après le webinaire, mais aussi Léonard peut partager son courriel dans la boîte de clavardage si vous voulez. Vous pouvez le contacter directement pour lui poser des questions sur les micro-subventions, mais aussi si vous voulez que nous fassions un suivi pour vous donner accès à ces ressources, merci de mettre votre courriel dans la boîte de clavardage. Je vais juste dire quelques mots. Vous pouvez laisser votre nom et votre courriel dans la boîte de clavardage. Comme ça, je vais faire un suivi et je vais donner les dernières nouvelles par rapport à cette boîte d'outils. Donc, comme Sarah l'a dit, mon rôle, ce sera vraiment, désolé, c'est un peu tard. Donc, je suis là pour soutenir les groupes, donc que ce soit au niveau logistique ou alors pour voir avec vous quelle est votre stratégie, faire du remue-ménage par rapport à vos projets. Et le temps que j'ai, c'est vraiment mis à votre disposition pour soutenir les groupes et pour savoir comment vous aider avec votre besoin. Je peux aussi faire de la recherche par rapport à certains sujets si vous en ressentez le besoin. Donc, n'hésitez pas à me contacter par le courriel qui est dans la boîte de clavardage et comme ça, je vais pouvoir vous envoyer les dernières nouvelles par rapport au développement de ce programme. Merci beaucoup, Léonard. Nous avons une question de Vincent. Bonjour tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce panel. C'était vraiment très intéressant d'entendre la perspective de tout le monde et de voir cette problématique du point de vue de tout le monde. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à savoir comment avoir des conversations avec les gens qui vous entourent? Donc, comment est-ce que vous amenez les gens à connecter les événements météorologiques extrêmes avec la crise climatique? Parce qu'il faut que ce soit un mouvement communautaire, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui participent. Et donc, je sais que tout le monde, à quel point ça peut être épuisant pour les personnes qui sont à la tête de ces projets. Donc, nous avons besoin de beaucoup de participation. Et j'ai entendu parler de ce silence euh, euh, par rapport au changement climatique. C'est un peu comme l'omerta, c'est un peu comme la mafia, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On ne parle pas. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées pour savoir comment lancer cette conversation. Donc, comment amener les gens. Et donc, si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à les partager. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question? Donc, je peux essayer de répondre. Oui. Quand je repense à l'année dernière,
il y avait une prolifération de conspirations de conspiration d'incendies criminels où les gens de la droite disaient qu'il y avait des incendies criminels qui avaient été déclenchés par les militants de gauche. Donc, cela me montre que les gens veulent des réponses faciles dans des moments difficiles. Et je pense que du point de vue des messages, donc je pense que à quoi nous pouvons nous entendre, c'est d'avoir des réponses de tout le spectre politique en disant donc, ce sont des humains dangereux qui déclenchent les incendies criminels. Et je pense que c'est ça le statu quo que nous avons dans le message public qui sont partagés aujourd'hui. Donc, les gens vont attribuer ça à l'incendie criminel, mais ils vont dire que les solutions climatiques, et en parler présentement, c'est une distraction et que nous avons besoin de plus de financement pour les premiers intervenants, ce qui est 100% vrai, mais c'est pas une situation de cette situation ou une autre. Mais par rapport au message, je pense que ça doit être une approche en plusieurs étapes parce que vous ne pouvez pas aller dans des communautés qui font l'expérience de catastrophe avec un message politique. Il y a tellement de choses qui sont inappropriées dans ce genre d'approche. Donc, je pense que toujours aux phases avant, pendant et après. Donc, avant, je pense que c'est important d'utiliser cette période pour annoncer des événements, pour, pour mettre ces systèmes d'entraide qui vont nous protéger et de commencer à mettre en place des plans, nous préparer pour cela. Mais aussi, c'est important de commencer à établir cette connexion avec les, les les raisons profondes de et l'action des grands pollueurs. Et donc, si vous parlez à des membres de la famille, ça peut être des conversations du genre le fait de brûler des combustibles fossiles, créer du changement climatique. Le changement climatique crée des incendies de forêt plus fréquents, plus coûteux et beaucoup plus mortels. Et donc, cela semble être des fois être un peu plate, mais c'est important de revenir à l'information de base quand nous sommes en train de parler de ces événements, surtout quand on réfléchit au genre de discours public qui a été propagé l'année dernière. Et d'autres choses par rapport à ces efforts importants que nous mettons en place pour préparer nos communautés pour investir dans nos services de pompiers et pour mieux gérer nos forêts seront perdus si nous prenons du recul par rapport aux actions climatiques et par rapport à ce qui se passe pendant un événement de crise climatique. Je pense que c'est le moment où il faut se concentrer pour passer la parole aux personnes qui vivent le plus l'impact de cet événement, qui veulent la plateforme pour partager leur expérience et qui font le travail. Et donc, pour nous, c'est important d'entrer dans une logique d'entraide et de faire le travail au sein de la communauté. Et donc, et je pense que ce n'est pas je pense que dans des régions qui sont un peu éloignées des incendies ou qui vivent juste l'impact de la fumée, je pense qu'il faut avoir une approche un peu plus créative et donc ce serait peut-être important de parler avec plusieurs personnes et de distribuer des inhalateurs, par exemple, ou de dire que la qualité de l'air est commanditée par les entreprises pétrolières. Et je ne sais pas, j'invente des choses, mais je pense qu'après, comme j'ai dit dans le bas de clavartage, c'est le moment d'établir des connexions avec la communauté et de créer du sens collectivement et d'identifier des solutions qui s'attaquent aux racines profondes du problème. Et je pense que c'est un moment très important d'évaluer la situation avec les personnes qui ont la capacité de le faire. Et donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que nous sommes arrivés à la fin du temps loué. Donc, merci beaucoup pour la question et la réponse, Émilie. Nous n'avions pas entendu votre réponse à ce sujet auparavant. Donc, nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Merci à tous pour votre présence. C'est vraiment un honneur de se rassembler ici avec vous. C'est vraiment un honneur d'entendre ce que Rainer et Jules ont à dire par rapport à l'expérience vécue dans des moments de crise intense
et de ça. C'est important de savoir que la crise ne s'est pas terminée, mais continue à se prolonger dans les structures et vous êtes en train de passer à travers ça maintenant. Et donc, merci pour toutes les personnes qui ont partagé cela avec nous et donc continuez à être en contact avec nous afin d'obtenir notre soutien au Hub par rapport au soutien que nous pouvons vous offrir à la prochaine occasion. Merci de transformer ce moment de crise en opportunité pour action. Merci de vous joindre à nous. Je suis contente pour votre présence ici. C'est le début d'une conversation et c'est ce que nous devons faire pour renforcer le mouvement de justice climatique à l'avenir. Donc, merci pour votre présence et j'ai hâte de vous parler bientôt. To let you all know, I collected all the email address, so there will be a follow-up about this, so no worries. Donc, merci de vous assurer de mettre à la fois votre nom et votre courriel dans la boîte de clavardage de suivi. Merci de m'avoir invité. Merci tellement.